Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un éminent scientifique, vous allez voir, Patrick Provost, qui a eu quelques difficultés. Alors ça va nous permettre d'aborder les questions de santé, bien sûr. On le voit avec le projet du ministre actuellement, donc ça bouge pas mal dans ce décor-là. Puis il y a aussi, vous l'avez peut-être suivi aussi, la fin de tout l'ensemble des professeurs. Ça va nous permettre donc de réfléchir sur la liberté académique et la liberté d'expression. Alors, je rappelle simplement, parce que j'avais l'honneur d'être présent, le dictionnaire de la censure au Québec, de Pierre Hébert et Yves Levert et Kenneth Landry, quand je faisais mon postdoc à l'université de Sherbrooke avec Jacques Michon. Et donc, je ferai référence de temps en temps à cet ouvrage majeur, parce que ça dépasse bien sûr le Québec, mais vous allez voir que le sujet qu'on va aborder, il fera référence de temps en temps. Ce n'est pas l'objet de notre entrevue, mais en tout cas, on va l'évoquer. Alors, Monsieur Provost, d'abord, merci de nous accorder un moment. Vous êtes assez pris dans vos différentes activités. Vous passez dans les différents médias et c'est important en tout cas, nous donne des démarches de vous soutenir, justement parce qu'on a aussi un profil un peu académique et c'est important de protéger ça. Alors, peut-être dans un premier temps, pour rappeler votre expertise, parce que c'est important. Vous êtes quand même professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie et d'immunologie, donc à la faculté de médecine de l'Université Laval. Ça, c'est le décor, on va dire, général. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre expertise et en quoi, et après introduire justement les différentes plaintes et suspensions que vous avez fait l'objet? Merci tout d'abord pour l'invitation. Moi, je suis biochimiste de formation. J'ai été formé à l'UQAM au baccalauréat. Ensuite, j'ai fait une maîtrise et doctorat à l'Institut de cardiologie de Montréal, Université de Montréal, avant de faire un stage postdoctoral de plus de 5 ans à l'Institut Karolinska Institute à Stockholm, en Suède, là, dans le laboratoire du professeur Bengt Samuelsson, qui est prix Nobel de physiologie-médecine en 1982. Et là, je suis justement à l'Université Laval, comme vous l'avez dit, depuis 2001. Je suis aussi chercheur universitaire au Centre de recherche du Sud-Québec au pavillon CHUL depuis tout ce temps-là. Donc, au cours de ma carrière, j'ai évidemment développé plusieurs expertises et celle qui nous concerne plus particulièrement, ça a été au cours de ma carrière comme chercheur indépendant où j'ai développé une expertise sur l'ARN et les nanoparticules lipidiques, qui sont en fait les deux principaux constituants des vaccins COVID-19. Et donc, mon expertise est en étroite relation là, avec un élément très, très important qui est apparu dans nos sociétés là, au début 2021 et pour lesquels j'ai plusieurs préoccupations et questions. Et j'aimerais tout simplement avoir des réponses et des éclaircissements pour apaiser mes inquiétudes. Tout à fait. Alors, si je comprends bien, quand j'ai relu un peu la littérature, disons, de presse traditionnelle concernant votre affaire, les premières, disons, plaintes, puisque ça a été des plaintes anonymes, ça concernait en fait, je pense à juste titre, j'ai 3 enfants, je peux vous en parler, donc disons, votre esprit critique vis-à-vis de la nécessité de vacciner les enfants de 5 à 11 ans, je crois. Oui, en fait, c'est ce qui a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase pour moi, ça a été ça. Ça a été d'aller vacciner massivement les enfants qui ne sont pas particulièrement à risque de complications de la COVID-19. Et je trouve encore aujourd'hui que les risques associés à la vaccination euh, chez les enfants, les risques sont supérieurs aux bénéfices. Et ça, pour moi, c'est clair dans ma tête et j'aimerais qu'on me prouve que j'ai tort. Mais malheureusement, il n'est pas possible d'obtenir ou de débattre publiquement sur cette question-là. Tout à fait. Alors, expliquez-nous juste quelques mots, parce que les auditeurs ne sont pas forcément scientifiques dans leur démarche, mais au moins qu'ils comprennent en quoi, pour vous, votre expertise, qui est un spécialiste du Covid, donc, pourquoi vous pensez que ce n'est pas nécessaire de les faire vacciner? En fait, les enfants, il faut tout d'abord évaluer les risques-bénéfices de l'infection.
versus les risques et bénéfices de la vaccination. Donc, si on regarde l'infection, d'ailleurs, la plupart des gens qui ont le virus ne développent pas de symptômes, sont asymptomatiques. Donc, chez les enfants, être infecté par ce virus-là n'occasionne pas de complications particulièrement graves, très généralement parlant. Évidemment, il y a des exceptions, comme toute maladie d'ailleurs. Et un enfant qui aura été infecté par ce virus-là, le SARS-CoV-2, ben, son organisme va pouvoir se défendre et il développera ainsi une immunité dite naturelle. Et ça va lui conférer une protection pour les variants subséquents qui surgiront, parce que c'est un virus ARN qui a la particularité de muter relativement rapidement. ARN, s'il vous plaît. Donc, le matériel génétique du virus est constitué d'ARN. Et lors de sa réplication, la polymérase introduit fréquemment des erreurs pour justement lui permettre d'évoluer et d'éventuellement contourner les défenses du système immunitaire, ce qui fait que au sein d'une population, bien le virus, il va y avoir l'émergence de différents variants qui vont continuer de se propager, d'infecter les gens et les gens euh, vont développer comme ça au fil du temps une immunité naturelle face aux variants qu'ils rencontrent. Donc, Mhm. de l'autre côté, on a la protection dite vaccinale, où un vaccin est administré à toute la population, même les individus en santé, et qui vise à susciter une réponse immunitaire qui va protéger les individus de l'infection. Et dans le cas de la COVID-19, ben, il s'agit d'injections qui sont encore au stade expérimental. Et, euh, c'est une nouvelle technologie tout à fait nouvelle, et jamais aussi largement administrée comme ça à des milliards de personnes, et, euh, et au sujet duquel là, on n'a pas suffisamment de recul. Et donc, moi, c'est ça qui m'inquiète particulièrement, ce sont les effets indésirables qui peuvent survenir à moyen et à long terme de ces injections-là. Et je crains justement qu'on ne les voit actuellement avec une hausse de l'excès de mortalité, toutes causes confondues, là, depuis l'année 2020 justement est apparu le virus. Alors justement, la question qu'on se pose, parce que bon, j'ai eu l'occasion de travailler dans le projet Rémus avec Gilles Degène sur l'école industrielle de la ville de Paris, et on avait comme ça le laboratoire de Pasteur. Alors j'aimerais justement, et vous l'avez souligné à l'instant, euh, on n'est pas contre le vaccin, mais contre disons, la crédibilité du vaccin, parce que vous l'avez souligné, Pasteur à l'époque, disons, a fait plusieurs années de recherche avant de mettre au point ce vaccin. C'est quoi la différence entre la démarche scientifique qui a abouti quand même à une révolution au terme des vaccins et celle qu'on vit depuis 2 ans? Parce que j'ai l'impression que le côté négatif de l'imposition, ça a été justement une sorte de méfiance vis-à-vis du processus de vaccin qui était presque accepté normal jusqu'en 2020. Là. Je trouve que là, il y a une perte de crédibilité du monde médical dans chaque citoyen, quoi. Bien oui, je suis d'accord avec ce constat-là. Il y a énormément de différences entre les vaccins que j'appelle traditionnels, euh, qui, euh, qui ont été développés là, jusqu'avant la COVID-19, donc des vaccins qui prenaient des dizaines d'années avant d'être approuvés, mais des dizaines d'années de recherche avant d'éventuellement être approuvés et distribués très, très largement au sein de la population. Et là, avec la venue de la COVID-19, les compagnies pharmaceutiques nous ont présenté, nous ont imposé, en fait, avec des ententes confidentielles avec les gouvernements, ils nous ont imposé une nouvelle technologie vaccinale, donc qui consiste principalement à de l'ARN messager encapsulé dans des nanoparticules lipidiques. Donc, c'est une technologie qui était déjà en développement pour le traitement de cancer, par exemple, où l'objectif était de remplacer, substituer un gène qui faisait défaut chez les patients. Mais là, moi, mes préoccupations concernent plutôt l'application à des fins vaccinales de cette nouvelle technologie-là. Et il y a plusieurs bémols
que j'ai relevés. Et justement, ces aspects-là ne sont pas discutés présentement. Et je crains que justement, ça occasionne beaucoup plus d'effets indésirables graves que ce qu'on voit actuellement et qui pourraient survenir justement au cours des prochaines années. Oui, ben justement, je voulais aborder enfin, une chose plus personnelle parce que moi, j'ai eu trois vaccins et puis, comme complication, j'ai eu une neuropathie diabétique. Ben, je m'en sors un peu maintenant, mais ça a été difficile. Ma mère a eu 4 vaccins puis elle a eu une crise cardiaque. Elle a failli y rester au mois de décembre, là. Et ma fille aussi a eu des complications. On a dû l'envoyer en voyage. À l'époque, elle a été donc voir un ami, ou en tout cas un membre de la famille à Las Vegas. Et elle a fait un malaise, et elle fait des malaises régulièrement, suite à avoir pris cette nouvelle technologie, enfin, qui n'était pas une sorte de vaccin abouti. Mais je parle de ces 3 événements, mais j'ai l'impression que de plus en plus apparaît des témoignages, parce que là aussi, en termes de liberté d'expression, sur lequel on va revenir, ou liberté académique, on sent qu'il y a une pression de la Fédération des médecins pour imposer le silence aux différents médecins qui recueillaient ces témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes le symbole justement derrière cette censure, on va dire? Ben, si je le suis, c'est bien malgré moi, hein. Mais effectivement, c'est inquiétant de voir le Collège des médecins du Québec tenter de faire taire ces médecins et les priver de leur liberté de conscience et de liberté d'expression. Parce qu'ils exigent des médecins qui suivent les directives qui leur sont données. Et donc, ils n'ont pas la liberté de pratique, la liberté de réfléchir, la liberté de critiquer, la liberté de s'exprimer publiquement sur les préoccupations qui les habitent. Et ça, c'est très, très préoccupant. Donc, d'ailleurs, dans ma situation personnelle, je suis diabétique de type 1. Je suis suivi par un endocrinologue. Et quand je me suis soumis à une première injection, j'ai eu 5 effets, 5 manifestations cliniques inhabituelles que j'ai partagées avec mon endocrinologue, mais qui, lui, a refusé de les communiquer à la santé publique. Il faut dire qu'il fallait qu'il remplisse un formulaire de 5 pages qui prenait 45 minutes et qu'il n'était pas rémunéré pour le faire. Donc ça, c'est une des barrières. C'est une seule des barrières que j'ai identifiées parmi une quarantaine de barrières, de contraintes à la déclaration des effets secondaires suite à la vaccination COVID-19. J'ai publié un article là-dessus dans une revue scientifique au début de l'année. Et justement, ce qu'on voit dans les chiffres, donc récemment, il y a eu dans les médias de masse écrits euh, des articles qui disaient que les effets secondaires suite au vaccin COVID-19 étaient plus élevés que prévu. Il parlait de 2 à 3 fois plus élevé que prévu. Mais moi, je prétends que c'est un chiffre qui est très largement sous-estimé, justement à cause de ces nombreuses contraintes-là à la déclaration de ces effets-là. Euh, et, bon, euh, on pourrait donner plein d'exemples, là, mais ce qu'on voit, c'est que clairement, il y a beaucoup plus d'effets secondaires suite à la vaccination que ce qui est rapporté par les gouvernements et par les médias. Et ça, c'est important de faire la lumière là-dessus parce que justement, si c'est une technologie qu'il prévoit encourager, d'ailleurs, le gouvernement va financer la construction d'une usine de Moderna là, dans la région de Montréal, à Laval, je crois. Donc ça, c'est pas de nature à me rassurer du tout. On devrait plutôt, au contraire, inviter les scientifiques indépendants comme moi à débattre publiquement, à poser des questions et ça mérite des réponses là, avant de nous plonger là, les yeux fermés vers une technologie qui, en fait, en bout de ligne, pourrait s'avérer beaucoup plus dommageable que bénéfique pour la population. Oui, alors je voulais avoir votre avis justement sur,
plusieurs choses parce que vous êtes compétent en la matière. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les personnes vaccinées sont plus à risque que les personnes qui sont non vaccinées? C'est presque une plaisanterie, mais bon, vu ce qui m'est arrivé moi-même, à ma famille et puis à tous les témoignages que je recueille, on peut se poser la question. Et éventuellement, par rapport à... On a vu les témoignages de la direction de Pfizer ou de AstraZeneca. Que pensez-vous de les positions de monsieur le professeur Raoul, par exemple, qui a quand même subi beaucoup disons de témoignages ou en tout cas d'articles très négatifs sur lui, alors que c'est quand même un expert, un peu comme vous, reconnu dans son domaine? Ben, pour ce qui est des risques, moi, personnellement, j'ai reçu une dose et je n'en prendrai pas d'autre. Donc, j'estime que je préfère que mon corps rencontre le virus naturellement et développe une immunité naturelle. J'ai eu la COVID 2 fois et ça s'est très bien passé. J'ai déjà été plus malade que ça. Et donc, je suis confiant là, que mon corps ou mon système immunitaire va pouvoir me défendre à nouveau là, si j'ai été infecté par un prochain variant qui va être un peu différent de ce que mon corps a déjà rencontré. Mais étant donné que mon immunité naturelle reconnaît déjà une bonne portion du virus, ben, je suis confiant là, que mon organisme saura bien me défendre. Pour ce qui est du professeur Raoult ou de tous les experts, en fait, qui sont censurés ou qui sont salis et diffamés dans les différents médias ou qui font la cible d'attaque, moi, je trouve ça extrêmement déplorable. Il me semble que dans une situation comme on vit depuis 3 ans, on devrait plutôt être dans la solidarité, dans l'entraide, dans l'écoute, dans la discussion, dans les débats publics, évidemment toujours dans le respect. Et moi, ce que je vois, c'est que les experts qui sont censurés sont les experts qui n'ont aucun conflit d'intérêt et pour la plupart ont seulement à cœur la santé de la population, le bien-être de leurs semblables. Et ils tentent de partager leurs connaissances, leur expertise de manière tout à fait, euh, euh, comment je pourrais dire, de manière tout à fait volontaire et de bonne foi. Et je trouve ça dommageable que le gouvernement et les médias ne nous permettent pas de bénéficier de leur savoir. Et dans une époque où tout est basé sur la connaissance, sur le transfert des connaissances, eh bien, je vois là un dérapage relativement sérieux. Je poserai une question justement, mais c'est une opinion de citoyen dans ces cas-là que je vous demande, parce que ce n'est pas comme expert scientifique, c'est plutôt ma partie au niveau de l'évolution de la presse. Est-ce que vous croyez que justement ce mandat d'information que doit assumer le journaliste et la presse écrite ou la presse dans différents médias, le fait qu'elle soit subventionnée largement n'empêche pas justement une certaine liberté de presse pour pouvoir critiquer d'une façon, disons comme vous le dites, hein, une sorte de débat national, on va dire, légitime et crédible, et qui fait que ces conflits d'intérêts font qu'on ne peut pas, même dans les médias traditionnels, on l'a vu à la radio, dans la presse écrite, critiquer d'une façon le programme, par exemple, du gouvernement, parce que si jamais on le critique, bah, on vous coupe les subventions. On a eu du témoignage comme Éric Duhem, par exemple, qui disait que son salaire, la plupart des salaires étaient liés aux subventions d'État et que ça, disons, ça mettait une pression. Alors j'aimerais avoir votre avis comme citoyen. Bien, c'est certain que le lien financier qui unit le gouvernement aux médias et quand même soulève des interrogations quant à l'indépendance de la presse, la liberté de presse. Euh, on l'a vu assez tôt dans la pandémie où est-ce que le gouvernement a commencé à investir massivement dans les médias et on a vu que les médias avaient, dans le même temps, même période de temps, ben, avaient pratiquement cessé de critiquer les mesures du gouvernement et s'intéressaient plutôt à porter le message du gouvernement auprès de la population et de les informer sur les détails de ces directives-là, mais sans les critiquer ni les remettre en question.
Alors, je trouvais qu'ils se dérobaient à leur mission première, qui est d'informer le public et de défendre les intérêts du public. Et donc, au lieu de critiquer le gouvernement, ils se sont mis à vouloir informer la population. Et là, c'est là à mon avis, on a le quatrième pouvoir là, dont on bénéficiait est disparu. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Le quatrième pouvoir, qui a été une invention d'Edmund Burke lors de débats parlementaires. Et nous, enfin, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le journal sans journaliste, tout le cinquième pouvoir des gens ordinaires. Donc, vous positionnez bien le débat sur le cinquième pouvoir des gens ordinaires. Alors, on revient donc à votre affaire. Donc, en juin 2022, vous êtes surpris parce que vous êtes une autorité reconnue, vous avez publié, vous avez donc un certain nombre d'années d'expérience, et d'un seul coup, parce que vous prenez position. Alors, je ne sais plus si c'est dans une émission de radio ou en tout cas une plainte via le site web de l'Université Laval fait que vous êtes suspendu sans salaire pendant 2 mois dans un premier temps. Alors racontez-nous un peu comment vous avez vécu ça. Oui, donc en fait, c'est suite à une conférence de médecins et de scientifiques organisée par Info COVID Québec et diffusée le 7 décembre 2021 que finalement, un de mes collègues, un des chercheurs de mon axe de recherche, a décidé de porter plainte à l'Université Laval parce qu'il n'était pas d'accord avec l'opinion que j'y avais émise. Alors, plutôt que de venir discuter avec moi, plutôt que d'avancer ses arguments et plutôt d'engager le débat avec moi, il a préféré se plaindre à l'Université Laval. Et là, l'Université Laval, au lieu de nous mettre en lien l'un avec l'autre et tenter d'arriver à discuter, de résoudre nos différends et peut-être ne pas les résoudre, mais tout simplement de pouvoir expliquer, s'expliquer et devant notre désaccord, eh bien, ils ont jugé cette plainte-là recevable. Et là, ils m'ont traîné devant un comité d'enquête qu'ils ont constitué eux-mêmes. Donc, ils ont évidemment recruté 2 professeurs d'université qu'ils ont nommés au sein du comité d'enquête et qu'ils ont placés en fait en position d'autorité sur moi. Et donc, ils ont déplacé le débat au niveau judiciaire et ils ont fait en sorte que ces 2 experts-là avaient, l'opinion de ces 2 experts-là était pour compter et dominer la mienne. Alors que, comme professeur d'université, on doit pouvoir débattre de manière équitable. Et, et selon moi, c'est la force des arguments qui devrait l'emporter et non pas le fait d'être en position d'autorité, et surtout s'il est placé par l'institution, là, par l'institution qui m'emploie. Donc, donc, évidemment, le comité d'enquête a jugé la plainte. Donc, ils m'ont trouvé coupable hein, parce que je ne partageais pas l'opinion de leurs experts, évidemment. Ce n'était pas un secret de polichinelle. Mais j'ai quand même été surpris d'avoir été comme ça suspendu pendant 8 semaines sans salaire, simplement pour des mots et simplement pour avoir exprimé mon opinion. Je trouvais ça quand même abracadabrant. Comme professeur d'université, je dois pouvoir compter, dois pouvoir exercer ma pleine liberté académique, la liberté universitaire, en plus de la liberté d'expression que je possède déjà à titre de citoyen. Donc, je trouvais que c'était un dérapage majeur là, dans la gestion d'un dossier comme le mien. Euh, Ça m'est Oui. encore difficile de l'accepter et de le comprendre encore aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui est passé sous silence, mais dans mes recherches, le professeur Nicolas de Rome. Parce Oui, qu'en fait, vous n'étiez pas tout seul à être suspendu. Il y a un autre professeur, bon, pas forcément, pratiquement sur les mêmes raisons, mais bon, suspension de 8 semaines sans salaire. Donc, je rappelle que c'était parce que vous souleviez de forts doutes sur la vaccination des 5-11 ans contre le Covid-19. À exact. juste titre, vous êtes un expert dans le domaine. Alors, le ridicule ne se limite pas à la première suspension, ça c'est peut-être historique même. C'est-à-dire que vous avez subi une deuxième suspension au mois de février 2023, là, Oui, sans salaire pour 4 mois, soit 2 fois plus longtemps que lors de la première suspension. Alors, vous avez tenu des propos, là j'ai identifié donc, sur les ondes de CKOI 98.1, mais vous avez de la chance parce que là, à ce moment-là, Pascal Derry, qu'on connaît bien,
pour l'avoir rencontré dans différentes situations, a rétabli et a fait disons, a prévenu que l'université ne devait pas soutenir des démarches de censure, parce que c'est ça que vous vivez là. Alors, comment vous avez vécu cette deuxième suspension? Donc, ben, c'est ça. Donc, la deuxième suspension, je m'attendais un peu au même, parce que c'était un copier-coller, hein. C'est juste que les circonstances étaient un peu différentes, mais quand même, l'objectif de me faire taire était toujours là. Ils ont répliqué le même processus, exactement les mêmes lettres m'ont été acheminées à quelques différences près. Donc, c'est un copier-coller qu'ils ont utilisé. Donc, ils ont prouvé que ça avait fonctionné une fois. Donc, ils l'ont répété une deuxième fois. Et là, ça menait à une suspension de 4 mois sans salaire. Pour ce qui est de Pascal Derry, je ne partage pas votre avis peut-être favorable à son endroit. Moi, de mon côté, ce que je vois, c'est que l'Université Laval, et ça a été démontré par 3 professeurs juristes membres de la FQPPU, ils ont conclu en analysant ma première suspension que l'Université Laval avait détourné un processus administratif pour me suspendre. Ils enfreignaient aussi la loi 32. Et bon, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, là, qui est en charge de faire respecter la loi 32, mais elle ne le fait pas. Et elle laisse l'Université Laval. Excusez-moi, j'avais compris que son intervention était pour vous défendre et Non. le respect justement de respecter la liberté académique. Alors peut-être que j'ai mal compris. L'intervention de Pascal Derry est survenue une dizaine de jours après que je lui ai envoyé un courriel lui partageant ma situation, lui demandant d'intervenir. Donc, c'est la façon dont elle est intervenue, mais elle n'a jamais mentionné mon nom et elle a mentionné le mot recherche une fois dans le premier paragraphe de sa lettre, sans jamais faire allusion à ma situation, à la COVID-19 ou à la recherche ou aux scientifiques. Elle faisait beaucoup plus allusion, et ça, on le comprend avec l'idéologie de la CAQ qui est au pouvoir, avec, avec les mots, l'utilisation des mots et de la censure et tout ça sur la parole. Mais quand même, euh, mais vous voyez que l'Université Laval, C'est politique, quoi. C'est politique, un peu. je crois, je ne veux pas m'attribuer le, je ne veux pas rien m'attribuer là-dessus, mais le résultat, c'est que l'Université Laval a quand même continué dans ses démarches et a décidé de me suspendre 2 semaines plus tard, je crois, a décidé de me suspendre 4 mois sans salaire. Et, Vous, euh, et donc, vous j'ai avez beaucoup de été. questions. Et moi, ce que je déplore, c'est que l'Université Laval, euh, en fait, place au-dessus de la loi 32, elle place un processus administratif qu'elle a elle-même détourné. Et ce processus-là a préséance sur la loi. Alors, moi, si je faisais la même chose à titre de citoyen, là, vous comprendrez que je serais en prison là, ou que je me retrouverais devant un juge assez rapidement. Mais là, l'Université Laval, le gouvernement juge que l'Université Laval a tous les droits de faire ça. Et donc, je vois mes droits et libertés être attaqués et avec l'aval du gouvernement et de la ministre de l'Enseignement supérieur. Ah, ben Et là, ce effectivement. que je mentionner, c'est que la loi 32, elle a été adoptée le 7 juin 2022 et l'article 6, je crois, permet à la ministre d'intervenir lorsqu'il y a des situations qui peuvent lui sembler problématiques. Et là, c'est ce que je lui demande, d'intervenir pour assurer la primauté de la loi 32 sur la liberté académique en milieu universitaire, parce que l'Université Laval peut on ne peut pas laisser une université déroger à ses règles et bafouer une loi qui a été adoptée par nos élus pour aller à la chasse aux hérétiques. En fait, ils me considèrent, je ne sais pas de qui, mais c'est l'Inquisition, là. Je suis très content de vous avoir donné la parole pour nous expliquer, parce que ce n'était pas clair dans les différents articles que j'ai consultés. Je suis très content de voir, disons, redresser l'image de cette responsable. Il faut dire qu'elle venait d'arriver
Alors, elle a dû y aller avec les pincettes pour pas trop se faire remarquer. Mais effectivement, vous avez raison sur la liberté académique. Justement, je voulais parler de cette loi avec vous. La loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire, suite au rapport de la commission Cloutier. Effectivement, le projet de loi 32 adopté à l'Assemblée nationale le 7 juin 2022. Alors, elle définit la liberté académique universitaire et s'assure que les établissements se dotent d'une politique exclusive visant à la reconnaître, à la promouvoir et à la protéger. Donc là, d'après vous, justement, en fait, vous avez été laissé tomber. Alors, je voulais quand même voir avec vous, est-ce que vous avez, parce que semble-t-il, la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université vous a soutenu, semble-t-il. Alors, est-ce que là aussi, on a une bonne perception ou au contraire, vous vous êtes senti complètement isolé? Non, non, je suis en fait, ma situation, elle reçoit énormément d'appui. Je reçois énormément d'appui, non seulement des citoyens, mais aussi de professeurs, des syndicats de professeurs, la Fédération québécoise des professeurs d'université, l'Association canadienne des professeurs d'université. Donc, c'est autour de, je crois, c'est par dizaines. En tête, j'ai le nombre de 40 000 professeurs à travers le Canada qui ont à cœur la liberté, leur mission, en fait, leur fonction universitaire et la liberté académique dont ils jouissent. Non, je suis vraiment pas seul dans cette lutte-là. Alors, vous avez subi donc une deuxième suspension, mais vous avez eu une troisième plainte qui, heureusement, là, a été, parce que ça devient ridicule, a été refusée. Bon, alors, ça, c'est important. Alors, je voulais revenir sur un petit historique pour vous donner la parole pour conclure cette entrevue, qui a permis quand même de bien percevoir votre... Alors, d'abord, dans un premier temps, je voulais vous donner la parole pour si vous avez un événement sur lequel vous voulez nous associer, je parle de nous en tant que citoyens, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement avant de conclure? À quoi vous faites allusion exactement? Ben, c'est-à-dire que vous vouliez organiser des débats, ou en tout cas une conférence ou des colloques, enfin, Ah. pour... En fait, moi, ce que j'invite les citoyens à réfléchir à l'importance que leurs professeurs d'université puissent bénéficier de leur pleine et entière liberté de s'exprimer, d'enseigner et de faire des recherches et de critiquer les institutions, de critiquer le gouvernement. Réfléchissez à ce qui arriverait si vous perdiez ce rempart-là qui défend vos intérêts. Moi, je suis là pour... moi, je prête allégeance à la population. Je ne sens pas aucune loyauté envers mon employeur, l'Université Laval. Ma loyauté est envers la population. Je défends le bien commun, le bien-être, la santé de la population, et je le fais au meilleur de mes connaissances avec la meilleure volonté du monde. Et le fait que le gouvernement et l'Université Laval veuillent m'en empêcher est tout à fait déplorable. Et j'aimerais que les citoyens euh, appuient cette cause-là de la liberté universitaire, la liberté d'expression. C'est extrêmement important parce que quand on veut nous faire taire, c'est parce que ça ne peut que profiter à certains intérêts. Et ces intérêts-là, s'ils ont peur de la lumière, c'est qu'ils ont peut-être des projets qui sont obscurs. Donc, c'est important de faire la lumière là-dessus, au contraire, et de vraiment mettre les intérêts des citoyens d'abord et avant tout en priorité. Alors, je rappelle le dictionnaire de la censure au Québec, Pierre Hébert, Yves Levert et Kenneth Landry, aux éditions Fidesz. C'est important, vous allez voir que ça fait pas mal de moments. Mais je voulais rappeler quelques événements pour montrer l'importance de votre témoignage. Alors, on se rappellera que le mois de juin 2015, vous avez eu Tintin en Amérique du BDI Hergé, donc, qui a été supprimé à la bibliothèque de Winnipeg. Bon, ils l'ont remis après, mais ça posait des problèmes. En 2019, on a vu un père à Gatineau porter plainte sur un livre de Robert Soulière sur un cadavre de classe parce qu'on utilisait le mot nègre. Le cas du professeur Verusca, lieutenant Duval à l'Université d'Ottawa, qui a été suspendu parce qu'elle a utilisé le mot nègre dans son cours. Et ce que contestaient les étudiants, c'était qu'elle était blanche, comme si la couleur de peau devait nous limiter dans notre liberté d'expression. L'affaire Amir à Taran.
a par exemple écrit sur son compte Twitter personnel que la culture des Québécois est raciste, que le gouvernement québécois est suprémaciste blanc et que le Québec est l'Alabama du Nord, imaginez. Donc là, effectivement, ça a créé beaucoup de difficultés, on peut le comprendre. Hein. Il y a eu une grande épuration littéraire a eu lieu aussi dans les bibliothèques du Conseil scolaire catholique Providence avec 30 écoles. Près de 5000 livres jeunesse parlant des autochtones ont été détruits. On parle de retraits incroyables quand même, 155 œuvres différentes, enfin, je vous épargne les chiffres là. Bon, mais il y a quand même le livre d'Harry Potter, vous savez que l'auteur d'Harry Potter est obligé de se cacher parce qu'elle fait l'objet d'une censure et d'une course Tintin et Milou, Astérix et Obélix, Lucky Luke bien sûr. Alors, pour finir, donc, en mars 2022, donc, figurez-vous qu'à l'Université Laval, il ne faut pas être blanc pour postuler un poste en biologie, ça vous le savez puisque c'est dans votre secteur. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et puis que certains postes à l'UQAM ou à l'Université de Sherbrooke sont réservés donc à des femmes. Donc il faut pas être, si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas candidater. Alors la question que je voulais vous poser, parce que moi j'ai fait un doctorat en histoire des sciences et techniques avec un économiste, François Caron, et j'ai un doctorat en histoire et civilisation du livre. Est-ce qu'on doit interdire, par exemple, des livres qui paraissaient au XVe siècle, quand les premières imprimeries sont apparues, à l'époque où on croyait que la Terre était plate? Alors, je voudrais savoir, est-ce que ça veut dire que toute la littérature qui est parue là-bas n'est pas valable? Mais est-ce que ça veut dire que tous les écrits qui ont été faits à l'époque des Grecs ou des Romains, qui avaient une certaine croyance, qui avaient une certaine... Est-ce que vous ne croyez pas que ces différents événements, et dont le vôtre, qui est vraiment, je trouve, un symbole contemporain, on va dire, qu'est-ce que pour vous ça révèle de la société canadienne en 2023? Il est dangereux de vouloir réécrire l'histoire, et c'est un peu prétentieux également. Je pense que chaque époque a connu euh, ses faits d'armes, ses croyances, et la science, les connaissances n'ont jamais cessé d'évoluer. Euh, il y avait une raison pour laquelle les gens croyaient au départ que la Terre était plate. Je veux dire, vous regardez à l'horizon et la Terre est plate. Mais avec les équipements, les instruments scientifiques et les disciplines comme la physique, les mathématiques, on a bien vu là, que la Terre était ronde. Et c'est une évolution non seulement des sociétés, mais aussi l'évolution de la science, l'évolution de la connaissance. Et ça n'arrête pas. Et quand on prend, si vous avez des ouvrages qui datent d'une période pendant laquelle ils croyaient que la Terre était plate, c'est évidemment, quand même, ça demeure intéressant comme tel. Savoir comment étaient formulées les pensées, comment les gens réfléchissaient, sur quel argument, sur quel fondement ils tiraient ces conclusions, etc. Donc, c'est quand même évidemment la finalité, c'est-à-dire que la Terre est plate, et évidemment, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais, euh, mais il est important de laisser les choses dans leur contexte et de ne pas les sortir et les mésinterpréter. Mais ça, quand même, c'est l'histoire. Moi, je dis qu'il faut respecter l'histoire et doit être enseignée comme telle. Et on doit apprendre de ce qui s'est passé au cours de l'histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et ce qu'on voit actuellement avec la COVID-19, c'est qu'évidemment, on n'a pas appris. Donc, c'est ça qui est dangereux que finalement, qu'on vienne à réécrire l'histoire et qu'on oublie en fait ce qui s'est déjà passé qui s'est déjà déroulé dans le passé et qu'on fasse à nouveau les mêmes erreurs. Et comme société, je trouve qu'on ne se rend pas service. Très bien. Merci, monsieur. Alors, je rappelle que nous étions avec le docteur Patrick Provost. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'était très pédagogique, c'est l'objectif de cette rencontre. Je rappelle que vous êtes donc chercheur universitaire au département de microbiologie, infectiologie et d'immunologie aux facultés de médecine de l'Université Laval. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci, messieurs, dames. Donc, à une prochaine émission.